Première notion, énantiomère. Énantiomère, un composé énantiomère est l'image de ce composé dans un miroir. Représentez donc l'image de A dans un miroir. On imagine un miroir fictif, par exemple vertical, à droite. On présente donc l'image de ce composé. L'image de ce composé appelé molécule B n'est pas superposable à A. Le composé A et le composé B sont donc bien des composés chiraux. Effectivement, quand un composé possède un carbone asymétrique, il est toujours chiral. Donc B est chiral, de même A. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, on peut aussi représenter l'énantiomère de A tout simplement en échangeant par exemple deux substituants, méthyle et acide carboxylique. Ce deuxième composé est également le composé B. Il suffit de manipuler un peu ce composé, de faire une rotation autour de cet axe, de placer le méthyle à l'avant, l'acide carboxylique à l'arrière et l'hydrogène de l'autre côté, on tombe bien sur ce composé. Une autre méthode aussi qui permet de vérifier si les composés B, par exemple représentés à droite, sont identiques ou comparés A et B, on peut déterminer les configurations absolues des molécules A et B. Pour cela, on utilise la règle de Canigol-Prelog. J'ai attribué les ordres de priorité, brome prioritaire, acide carboxylique en position 2, méthyle 3 et hydrogène D. Il faut se placer de telle façon à avoir le substituant de priorité la plus faible à l'arrière. Donc il faudrait regarder la molécule A en se plaçant de cette façon. On peut voir que en passant de A à B, de B à C, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La configuration absolue de A est S. Si on fait le même exercice pour le composé B, on trouvera la configuration R. Je vous laisse faire l'exercice chez vous et vous pouvez également vous entraîner sur la molécule B à droite, R. Nous avons ainsi représenté l'énantiomère d'un composé chiral. Deuxième notion, du vocabulaire se rajoute par rapport au cahier de vacances, diastéréoisomère. Ce vocabulaire a déjà été vu un petit peu au lycée. J'ai pris un exercice un petit peu plus difficile. Déjà, première difficulté, on vous demande de représenter un composé. 1-chloro-2-méthyle-cyclohexane, composé déjà un peu plus complexe, avec des configurations bien précises. Donc nous allons faire l'exercice ensemble. Vous pouvez, avant de regarder ce corrigé, cette vidéo, stopper la vidéo quelques instants, essayer de trouver la bonne molécule et ensuite regarder le corrigé. Voilà, stoppez si vous voulez maintenant et reprenez ensuite. Donc je vous montre le corrigé, comment s'en sortir en nomenclature. Je regarde hexane, 6 carbones. Et devant cyclo, donc j'ai un cycle à 6 carbones, je représente le cyclohexane. 2 méthyle, 1 chloro. Je numérote donc le cyclohexane, j'ai pris arbitrairement cette numérotation. Donc en position 1, il y a un atome de chlore, en position 2, un méthyle. J'ai redessiné ici la molécule informatiquement. Donc il y a en plus du chlore un atome d'hydrogène et en plus du méthyle un atome d'hydrogène. On me demande de représenter le composé avec une configuration bien précise. Sur l'atome de carbone 1, la configuration R, donc c'est celui qui possède le chlore d'après la nomenclature. Celui de le carbone 2 de configuration S, celui qui porte le méthyle, ici. Comment procéder pour trouver les bonnes configurations et représenter le composé A souhaité? Eh bien, on va proposer par exemple le chlore et l'hydrogène ici, soit le chlore à l'avant, soit l'hydrogène à l'arrière, soit le chlore à l'arrière, soit l'hydrogène à l'avant. On va tester. Première possibilité, je propose par exemple de placer le chlore à l'avant. On aurait pu choisir l'inverse, mais on part sur une hypothèse.
Je vais donc déterminer, selon la règle de Canning-Gold-Prelog, les priorités. Alors, je vais refaire un petit peu la règle de Canning-Gold-Prelog pour ce carbone asymétrique. Je vais mettre en rouge tous les atomes du premier rang, donc chlore, hydrogène, carbone et carbone. D'après ce premier rang, le numéro atomique du chlore est le plus élevé, chlore sera prioritaire. Et l'hydrogène a le numéro atomique le plus faible, il sera en priorité à la fin. Je ne peux pas départager à ce premier rang les substituants de droite et substituants de gauche. Donc c'est pas grave si c'est un cycle, on procède par rang. Eh bien, je regarde à quel atome est lié ce carbone. Eh bien, il est lié à un atome d'hydrogène, un atome de carbone et un atome de carbone. Ce carbone de gauche est lié à un carbone et deux hydrogènes qui ne sont pas représentés. Je compare, ben là c'est la même chose. Ici, je vois une différence. Je peux donc dire que comme le numéro atomique du carbone est plus élevé que l'hydrogène, le groupe de droite a la priorité en 2 et le groupe de gauche en 3e position. J'ai ainsi classé les substituants selon la priorité de Canning-Gold-Prelog. Je vais pouvoir regarder la configuration. Le substituant de priorité la plus faible est à l'arrière, ça tombe bien. Je regarde le sens en passant de A vers B, B vers C. Je vois que je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Configuration R. Est-ce que c'est bien ce que je souhaitais? Oui. J'ai donc déterminé la bonne position des atomes hydrogène et chlore pour ce premier carbone asymétrique, carbone 1. Je vais procéder de la même façon pour le carbone de droite. Je vais redessiner la molécule. Je sais que le carbone 1 est à l'avant, mais bien je choisis arbitrairement, par exemple, le méthyle à l'avant et l'hydrogène à l'arrière. Voilà, je complète la structure. Je vais maintenant m'intéresser à l'ordre de priorité pour ce carbone asymétrique. Les atomes liés au carbone asymétrique sont ceux que je surligne en rouge. Je ne peux dire à ce premier rang que l'atome d'hydrogène est le groupe de priorité la plus faible, mais je ne peux pas départager les 3 autres. Il faut que je passe au rang suivant. Au rang suivant, je vois que le carbone de gauche rouge est lié à un atome de chlore, un atome d'hydrogène et un atome de carbone. Ici, elle est liée à 3 hydrogènes et là à un atome de carbone et 2 hydrogènes. Je compare donc les atomes en bleu. Le chlore est du numéro atomique le plus élevé. Ce sera le groupe prioritaire. Ensuite, pour départager ces 2 substituants, ici je vois que je n'ai que des hydrogènes et là j'ai un carbone. Donc le substituant, tout ceci est B. Le méthyle en position C. Qu'est-ce que j'observe comme configuration? A, B, C, D est bien placé à l'arrière de l'observateur. Je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La configuration S, oui, c'est bien ce que l'on souhaitait. Je peux à présent représenter un petit peu mieux le composé. Donc j'ai enfin déterminé le composé A, sa structure, le chlore à l'avant, le méthyle à l'avant. Et les chimistes ont pour habitude, pour simplifier la structure, de ne pas représenter les hydrogènes ici à l'arrière et de simplifier cette structure. Et donc c'est bien la configuration. Donc c'est bien la configuration R pour le carbone 1 et S pour le carbone 2. Comment va-t-on représenter l'énantiomère de cette molécule? Donc j'ai représenté de nouveau A. L'énantiomère, première méthode, je pourrais représenter l'image de ce composé par rapport à un miroir. Plus simple, on préfère la deuxième méthode que j'ai énoncée tout à l'heure. Je redessine le composé simplement en échangeant les substituants, par exemple chlore, hydrogène qui n'est pas représenté. Donc en échangeant, je mets par exemple le chlore à l'arrière, et pareil pour le méthylhydrogène, je mets le méthyle derrière. Voilà le composé B. Quelle est la configuration? Ici, la configuration pour ce carbone asymétrique était R.
j'ai échangé de substituant, la configuration est S. Vous pouvez vous entraîner à la redéterminer. Pour ce carbone asymétrique, la configuration était S. J'ai échangé méthyle et hydrogène. La configuration sera R. J'ai donc l'énantiomère B. Le composé B et A sont des énantiomères. Ce sont donc deux énantiomères. Est-ce que j'ai d'autres stéréisomères que je peux représenter par rapport à ce composé A? Eh bien, intuitivement, on se dit, j'ai échangé ici au niveau des deux carbones asymétriques, je peux échanger qu'un seul de substitut au niveau d'un seul carbone asymétrique, ou échanger au niveau du deuxième carbone asymétrique. Eh bien, oui, on peut donc représenter une fois le méthyle à l'arrière, une fois le chlore à l'arrière et le méthyle à l'avant, et une fois le chlore à l'avant et le méthyle à l'arrière. J'ai donc représenté deux autres composés avec le chlore à l'arrière, mais je garde par rapport à A le méthyle à l'avant, composé que je vais appeler C. Et deuxième possibilité, deux énantiomères. Ils sont images l'un de l'autre par rapport à un miroir. Et quelle est la relation entre A et C, ou A et D? Ils ne sont pas identiques, ils ne sont pas énantiomères. On les a mis dans une autre catégorie, ce sont des diastéréisomères. Donc voilà, diastéréisomères, quand il y a une relation de diastérisomérie, c'est que les composés ne sont pas identiques, ils ne sont pas énantiomères, mais ce sont tout de même des stéréisomères, les stéréisomères de configuration. Eh bien, on les a mis dans la catégorie diastéréisomères. On a fini avec la diastérisomérie. On aborde une autre notion, une nouvelle notion, composé méso. Pour traiter, bien comprendre cette définition, je vous propose un exercice. Je vous propose de tracer l'acide, de dessiner l'acide 2,3-dihydroxybutane-dioïque. Donc je vais faire l'exercice avec vous. Je vois ici butane, 4 carbones. Dioïque, c'est-à-dire que j'ai deux acides carboxyliques. Les acides carboxyliques ne peuvent être qu'en position terminale. On peut aussi numéroter les carbones, si on a besoin de se repérer. Voilà. Et en position 2 et 3, j'ai des hydroxys, deux hydroxys. Hydroxy, c'est la fonction alcool. Donc on peut représenter en 2 un alcool et en 3 également. Voilà la nomenclature. On peut dessiner cette molécule sous forme linéaire, on peut aussi la représenter dans une représentation un peu différente. Je vais la mettre là, avec les alcools du même côté, les acides carboxyliques, de cette façon. J'ai simplement ici fait un petit changement de conformation. J'ai fait une rotation autour de cet axe et redessiné la molécule. Ah, pardon, j'ai oublié un oxygène. Eh bien, j'observe que dans ce composé, il y a deux carbones asymétriques. Je peux donc avoir des stéréisomères avec différentes configurations R et S. L'alcool peut être soit à l'avant, soit à l'arrière. Et je peux donc imaginer plusieurs stéréisomères. Donc avant de regarder la suite de cette vidéo, stoppez un petit peu cette vidéo et regardez, imaginez et représentez les différents stéréisomères. Je les ai représentés donc pour vous, les différents stéréisomères. J'en ai représenté 4. Soit les deux alcools à l'avant, soit les deux alcools à l'arrière. J'ai un petit peu retourné la molécule. Soit un alcool à l'arrière et un alcool à l'avant, soit l'alcool de gauche à l'avant et l'alcool de droite à l'arrière. Je vais observer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Si on est un petit peu observateur, on voit que ce premier composé, que je vais nommer A, je peux le comparer à B.
Si je fais la crêpe, je renverse cette crêpe pour A, je vois que A et B sont identiques. Je peux nommer les composés suivants C et D. Qu'en est-il de C et D? Quand je fais la crêpe, est-ce qu'ils sont identiques? Eh bien non. Lorsque je retourne cette molécule et cet alcool va aller vers l'avant, à droite, et non vers l'arrière. Donc C et D ne sont pas identiques. Ce sont des stéréisomères. Est-ce qu'ils ont une autre relation? Est-ce que ce sont des énantiomères, des diastéréisomères? Eh bien, si on est un petit peu observateur, on voit qu'ils sont images l'un de l'autre dans un miroir. C et D sont deux énantiomères, on parle de couple d'énantiomères. A et B sont identiques. Donc ici, pour ce composé, j'ai deux carbones asymétriques et j'observe qu'on peut représenter non pas 4 stéréisomères, mais que 3. Il y a un composé particulier, le composé A, qui est égal à B. Ce composé, on lui a donné un nom un petit peu particulier. Comme il a deux carbones asymétriques, mais qu'au sein de cette molécule, on peut observer qu'il y a un plan de symétrie, eh bien, on lui a donné le nom particulier de composé méso. Pourquoi ce nom particulier? C'est parce qu'il a un plan de symétrie, il a aussi un centre de symétrie si on le représente d'une façon un peu différente, on y reviendra, et par cette symétrie, on observe expérimentalement que ce composé n'a pas de pouvoir rotatoire, il est nul. Il ne présente aucune activité optique, il n'est pas chiral, on dira aussi qu'il est achiral. Et pour voir un petit peu cette molécule en 3 dimensions, à l'aide du logiciel, ici je vous ai construit et représenté la molécule. Donc pour rappel, ici c'est l'atome de carbone. Là, il y a en rouge à chaque fois les atomes d'oxygène. On voit au sein de ce composé qu'il y a effectivement un plan de symétrie. Donc voilà la définition du composé méso. Nous avons vu donc les nouvelles notions. Pour bien assimiler, s'entraîner, je vous propose 2 exercices d'application. Le premier, extrait du sujet 2016. On vous représente 2 composés 1 et 2 dans 2 représentations différentes, donc ça complique un petit peu les choses. Représentation de Newman et représentation cavalière. Il va falloir comparer les différentes structures, regarder est-ce que ce sont les mêmes, est-ce que la conformation de 1 est décalée, est-ce que 1 et 2 sont la même représentation, est-ce que 1 est méso, est-ce que 2 est méso. Autre exercice, extrait du sujet 2015, pour revoir tout le vocabulaire que nous venons de définir, énantiomère, diastéréisomère, méso, et revoir les notions de conformation et constitution, isomère de constitution, isomère de fonction de position. Je vous laisse découvrir tout cela, prenez quelques minutes et nous corrigerons ensemble. Bonne journée!